La chose dans la crypte. Le plus célèbre héros de l'époque iborienne n'était pas un Iborien, mais un barbare, Conan le Cimmérien, dont le nom est au centre de cycles entiers de légendes. Sur les antiques civilisations de l'âge révolu des Iboriens et des Atlantes, seuls nous sont parvenus quelques récits fragmentaires, à demi légendaires. L'un d'eux, les Chroniques Némèdes, nous fournit la plupart des détails connus sur la carrière de Conan. La partie le concernant commence ainsi. Sache, ô prince, qu'entre l'engloutissement par l'océan de l'Atlantide, et les cités étincelantes, et l'ascension des fils d'Arias, il fut un âge de rêve où des royaumes resplendissants s'étalaient de par le monde, comme des manteaux bleus sous les étoiles. La Némédie, l'Ophir, la Brithunie, l'Hyperborée, la Zamora avec ses femmes aux noires chevelures et ses tours hantées de mystères, la Zingara et sa chevalerie, le Kos, contigu aux terres pastorales du Chem, la Stygie et ses tombeaux peuplés d'ombre, l'Hyrcanie et ses harnois d'acier, de soie et d'or. Mais le plus fier royaume du monde était l'Aquilonie, perle de l'Occident fabuleux. Dans ces contrées vint Conan le Cimmérien, cheveux noirs, œils sombres, épée au poing, voleur, brigand, assassin, avec ses peines immenses, ses joies démesurées, qui piétina de ses sandales les trônes somptueux de la terre. Dans les veines de Conan coulait le sang de l'antique Atlantide, avalé par les mers 8000 ans avant sa naissance. Son clan revendiquait une région du nord-ouest de la Cimmérie. Son grand-père, membre d'une tribu méridionale, avait fui son peuple à la suite d'une vendetta, et, après avoir longtemps erré, avait cherché asile dans le nord. Conan vit le jour sur un champ de bataille, au cours d'un combat entre sa tribu et une horde d'assaillants Vanir. Il n'est fait mention nulle part du jour où le jeune Cimmérien aperçut pour la première fois le monde civilisé. Mais le bruit de son adresse au combat circulait déjà dans son clan avant qu'il n'eût vu 15 hivers. Cette année-là, les membres des diverses tribus cimmériennes oublièrent leur querelle intestine pour unir leurs efforts contre les Gunders, qui avaient franchi la frontière aquilonienne, bâti le poste frontière de Venarium et entrepris de coloniser les marches méridionales de la Cimmérie. Conan fit partie de la horde hurlante et sanguinaire qui, dévalant des collines septentrionales, fondit sur le barrage avec sabre et torche et repoussa les Aquiloniens à l'intérieur de leurs frontières. À l'époque du sac de Venarium, Conan, loin d'avoir achevé sa croissance, était un grand gaillard de 6 pieds et 180 livres. Il avait la vivacité et la ruse du bûcheron, la poigne de fer du montagnard, le physique herculéen de son père forgeron, et maniait en connaisseur le couteau, la hache et l'épée. Après le pillage de l'avant-poste aquilonien, Conan retourne passer quelque temps dans sa tribu. Tiraillé par les besoins contradictoires de son adolescence, de sa tradition et de son époque, il se livre pendant quelques mois en compagnie d'une bande Aesir à des incursions infructueuses contre les Vanir et les Hyperboréens. À l'issue de cette dernière campagne, le jeune Cimmérien, âgé de 16 ans, se retrouve dans les fers. Il ne restera cependant pas longtemps prisonnier. Partie 1. Yeux rouges. Depuis 2 jours, les loups suivaient sa trace à travers la forêt. Et voici qu'il gagnait de nouveau du terrain. Tournant la tête, le jeune garçon aperçut leur masse sombre et velue qui bondissait parmi les troncs noirs, leurs yeux luisants comme des braises rouges dans les ténèbres environnantes. Il savait que, cette fois, il ne pourrait pas les repousser comme il avait fait auparavant. Des millions de sapins noirs se dressaient autour de lui, tels les soldats muets de quelque armée ensorcelée. La neige s'accrochait encore au versant septentrional des collines, mais le ruissellement de la neige et de la glace en fusion présageait la venue du printemps. Même en plein été, c'était un univers sombre, silencieux, inquiétant, et en cette heure où la faible clarté du ciel s'estompait à l'approche du crépuscule, il semblait plus lugubre que jamais. Sans ralentir son allure, l'adolescent gravit la colline boisée, poursuivant sa course ininterrompue depuis son évasion d'une réserve d'esclaves hyperboréenne, 2 jours auparavant. Bien qu'il fût un Cimmérien de pure souche, il avait, en compagnie d'une bande de voleurs Aesir, participé à plusieurs incursions en territoire hyperboréen. Les farouches guerriers blonds de cette sinistre terre avaient tendu une embuscade au groupe de pillards. Et pour la première fois de sa vie, le jeune Conan avait goûté l'amertume des fers et du fouet, attribut habituel de l'esclave. Mais sa servitude ne devait pas durer longtemps. Travaillant la nuit, quand les autres dormaient,
il s'employa à user l'un des maillons de sa chaîne, qui finit par se rompre. Puis, profitant d'un violent orage, il s'évada. Faisant tournoyer sa lourde chaîne brisée, il terrassa son surveillant ainsi qu'un soldat qui voulait lui barrer la route, et disparut sous la pluie battante. L'averse qui masquait sa fuite brouillait aussi sa piste pour les chiens de ses poursuivants. Bien que libre pour l'instant, le jeune homme se trouvait séparé de sa Cimmérie natale par des territoires ennemis. Il s'enfuit donc vers le sud et pénétra dans la région sauvage et montagneuse qui séparait les marches méridionales de l'Hyperborée des plaines fertiles de la Britannie et des steppes turaniennes. Quelque part vers le sud, lui avait-on dit, s'étendait le fabuleux royaume de Zamora, avec ses femmes aux noires chevelures, ses tours hantées de mystères et ses cités célèbres. Shadizar, la capitale, surnommée la cité du vice. Arenjoun, la ville des voleurs, et Yezoud, celle du dieu araignée. L'année précédente, Conan avait goûté pour la première fois aux faces du monde civilisé. Membre d'une horde de cimériens sanguinaires, il avait participé à l'assaut puis au sac de l'avant-poste aquilonien de Vénarium. Cela lui avait aiguisé l'appétit. Il n'avait pas d'ambition précise, ni de programme d'action défini, mais seulement de vagues rêves d'aventures éperdues dans les régions prospères du Sud. Des images d'or et de pierreries rutilantes, de quantités inépuisables de victuailles et de vin, de chaudes étreintes avec des femmes nobles et superbes, soucieuses de récompenser ses hauts faits, traversaient son jeune et naïf esprit. Dans le Sud, songeait-il, sa taille et sa force imposante devraient lui apporter sans peine fortune et renommée parmi les chétifs habitants des villes. Il prit donc la route du Sud et de son destin, sans autre bagage qu'une tunique élimée et de penaillés et une chaîne. C'est alors que les loups avaient flairé sa piste. En temps ordinaire, un homme énergique n'avait pas grand-chose à redouter d'eux. Mais on était à la fin de l'hiver, et les bêtes, éperdues, affamées à l'issue d'une mauvaise saison, étaient prêtes à tout risquer. La première fois que les loups gris étaient parvenus à le rattraper, Conan avait brandi sa chaîne avec une telle fureur qu'il en avait mis 2 hors de combat. L'un, le dos brisé, hurlant et se tordant de douleur, l'autre gisant un peu plus loin, le crâne fracassé, dans la neige fondante éclaboussée de sang vermeil. La horde famélique s'était éloignée furtivement de cet adolescent à l'œil farouche et de sa terrible chaîne tourbillonnante, pour se repaître de leurs frères morts, tandis que le jeune Conan s'enfuyait de nouveau vers le sud. Mais il ne devait pas tarder à retrouver sa trace. La veille, à la tombée de la nuit, il l'avait rejoint sur une rivière gelée aux frontières de la Britannie. Comme il les affrontait sur la surface glissante, balançant sa chaîne ensanglantée comme un fléau, le plus téméraire de loups avait saisi les anneaux de fer entre ses funestes mâchoires, arrachant la chaîne à son étreinte engourdie. Au même instant, la glace en fusion qui les supportait s'était rompue sous le choc furieux du combat et les assauts forcenés de la horde. Conan se retrouva plongé dans les flots glacials qui s'engouffrèrent dans sa gorge et ses narines. Plusieurs loups étaient tombés à l'eau avec lui. Il eut la vision fugitive d'une bête à demi immergée, cherchant désespérément un point d'appui sur le bord de la glace. Mais il ne sut jamais combien était parvenu à s'en sortir et combien avait été entraîné sous la croûte gelée par le courant rapide. Claquant des dents, il se hissa sur l'autre bord de la faille, laissant derrière lui la horde hurlante. Toute la nuit, il avait fui vers le sud à travers les collines boisées, à moitié nu, transi, et toute une journée. Et voici qu'il l'avait de nouveau rattrapé. L'air froid de la montagne brûlait ses poumons épuisés, et à chaque instant, il lui semblait respirer l'haleine de quelque fournaise infernale. Devenu insensible, ses jambes de plomb se mouvaient par saccades. À chaque pas, ses sandales s'enfonçaient dans la terre détrempée, puis s'en dégageaient avec un bruit de succion. Il savait que, désarmé, il avait peu de chance contre une douzaine de loups sanguinaires, mais il n'interrompit pas sa course. Son sombre héritage cimérien ne lui permettrait pas d'abandonner la lutte, même en face d'une mort inéluctable. La neige avait recommencé de tomber en gros flocons humides qui frappaient la terre noire et détrempée avec un bruissement sourd mais perceptible, et tachaient les grands sapins noirs d'une myriade de points blancs. Ça et là, de gros rochers émergeaient de la terre tapissée d'aiguilles de pin. Le relief devenait de plus en plus accidenté. Ici, pensa Conan, était peut-être sa seule planche de salut. En s'adossant à un rocher, il pourrait affronter les loups à mesure qu'ils viendraient vers lui. C'était une faible chance, car il connaissait bien la rapidité fulgurante de leurs attaques,
mais faute de grives. La forêt se clairsema et la pente devint plus abrupte. Conan courut vers une énorme masse de pierre qui saillait du flanc de la colline, semblable au portail d'un château enseveli. À cet instant, les loups surgirent de l'épaisse forêt, à ses trousses, hurlant comme des démons écarlates de l'enfer à l'affût d'une âme damnée. Partie 2. La porte dans le rocher. À travers la blancheur trouble de la neige tourbillonnante, le jeune garçon distingua une tache noire et béante entre deux gros blocs de rocher, et s'élança dans cette direction. Les loups étaient sur ses talons. Il pouvait sentir sur ses jambes nues leur haleine âcre et chaude lorsqu'il s'engouffra dans la crevasse qui s'ouvrait devant lui. À l'instant précis où il se faufilait dans l'ouverture, le premier loup se jeta sur lui. Deux mâchoires écumantes claquèrent sur du vide. Conan était sauvé. Mais pour combien de temps? Courbant la tête, il tâtonna autour de lui dans l'obscurité, explorant de la main le sol de pierre rugueuse en quête d'une arme de fortune, grâce à laquelle il pourrait affronter la horde hurlante. Il entendait les loups arpenter la neige fraîche devant la grotte et aiguiser leurs griffes sur le rocher. Leur respiration était, comme la sienne, rapide et haletante. Ils reniflaient et geignaient, assoiffés de sang. Mais, chose étrange, pas un ne franchit la sombre fissure grise gorgée de ténèbres. Conan se trouvait dans une grotte étroite, creusée dans le roc dont l'obscurité totale n'était atténuée que par un pâle rayon crépusculaire, filtrant par l'ouverture. Le sol inégal de la cellule était jonché de débris éparpillés depuis des siècles par le vent, les oiseaux et les bêtes. Feuilles mortes, aiguilles de pin, brindilles, quelques ossements disséminés, galets et fragments de rochers. Rien dans tout cela qui puisse être de quelque utilité contre des loups. Se redressant de toute sa hauteur, il mesurait déjà plus de 6 pieds, l'adolescent se mit à inspecter la muraille et trouva bientôt une autre ouverture. Tandis qu'il se faufilait de l'autre côté, où régnait une obscurité absolue, ses doigts inquisiteurs lui apprirent que la paroi était gravée de glyphes cryptiques, d'une écriture inconnue. Inconnue tout au moins pour ce garçon ignorant, venu des terres barbares du Nord, qui ne savait ni lire ni écrire, et tenait ses arts civilisés pour des amusettes efféminées. Il dut se plier en deux pour franchir le passage intérieur, mais une fois parvenu de l'autre côté, il put de nouveau se redresser. Il fit halte et prêta une oreille attentive. Bien que le silence fût total, une sorte de sixième sens l'avertit qu'il n'était pas seul dans la grotte. Ce n'était rien qu'il pût voir, entendre ou sentir, mais le sentiment d'une présence, différent des perceptions d'ordinaire. Entraîné à l'écoute des bruits de la forêt, il étudia la résonance de la crypte, et conclut que cette seconde salle était beaucoup plus grande que la première. L'endroit sentait la poussière séculaire et la fiente de chauve-souris. Ses pieds rencontrèrent des objets éparpillés sur le sol. Bien qu'il ne pût les voir, il se rendit compte à leur contact qu'ils n'étaient pas de même nature que les débris forestiers, qui tapissaient l'antichambre, mais semblaient fabriqués par l'homme. Avançant d'un pas le long du mur, il trébucha contre un obstacle et tomba. Sa chute fut accompagnée d'un craquement retentissant, et un morceau de bois brisé lui rafla la jambe. Il se releva en jurant et tâtonna dans l'obscurité. Ses doigts rencontrèrent une chaise, dont le bois pourri avait facilement cédé sous le choc. Il poursuivit son exploration en redoublant de prudence. Il découvrit bientôt la carcasse d'un char. Les roues s'étaient affaissées, si bien que le corps du char reposait à même le sol, parmi les fragments de rayons et les morceaux de jantes. Conan sentit sous ses mains le froid du métal, et il comprit qu'il s'agissait probablement d'une pièce rouillée provenant du char. Cette découverte lui donna une idée. Revenant à tâtons jusqu'à l'ouverture intérieure, qu'il pouvait à peine distinguer dans l'obscurité ambiante, il ramassa sur le sol de l'antichambre une poignée de brindilles et quelques éclats de rochers. De retour dans l'autre partie de la crypte, il entassa les brindilles et gratta les pierres contre le fer. Après plusieurs essais infructueux, il finit par trouver un caillou qui, frotté contre le métal, émettait une gerbe de vives étincelles. Il eut bientôt allumé un petit feu fumeux, qu'il alimenta avec les débris de la chaise et les fragments des roues du char. Il pouvait enfin se détendre, se reposer de sa terrible course par monts et par vaux, et réchauffer ses membres engourdis. La flamme vive et brûlante découragerait les loups qui, hésitant à le poursuivre à l'intérieur de la sombre caverne, mais ne voulant pas non plus abandonner leur proie, rôdaient encore devant l'entrée extérieure. Le feu fit danser une chaude lumière fauve sur les parois rocheuses grossièrement équarries. Conan regarda autour de lui. La salle, carrée,
était encore plus grande qu'il ne l'avait d'abord soupçonné. Le haut plafond, souillé de toiles d'araignée, se perdait dans d'épaisses ténèbres. Plusieurs autres chaises étaient adossées au mur, ainsi que 2 coffres crevés, révélant leur contenu de vêtements et d'armes. Ce vaste entre-deux pierres sentait la mort, le passé resté sans sépulture. Soudain, les cheveux de Conan se dressèrent sur sa nuque, et le jeune homme sentit sa peau frémir d'un frisson surnaturel. Là, sur un grand fauteuil de pierre, à l'autre extrémité de la salle, trônait la forme d'un gigantesque homme nu, qui, une épée dégainée en travers de ses cuisses, tournait vers Conan le squelette de son visage sépulcral, éclairé par la lueur vacillante du feu. Dès qu'il aperçut le géant nu, Conan sut qu'il était mort depuis des siècles. Les membres du cadavre étaient bruns et ratatinés comme du bois sec. La chair de son énorme torse, racorni, rétréci, fendillé, pendait maintenant en lambeaux sur ses côtes dénudées. Cette certitude ne suffit cependant pas à apaiser le brusque frisson de terreur qui parcourut le jeune homme. Ce dernier faisait preuve au combat d'un courage extraordinaire pour son âge, bravant sans hésiter hommes et bêtes sauvages, ne craignant ni la douleur, ni la mort, ni l'ennemi. Mais c'était un barbare, venu des collines septentrionales de la Cimmérie rétrograde. Et comme tous les barbares, il redoutait les mystères surnaturels de la tombe, les démons terrifiants et les monstres errants de la nuit et du chaos, dont les hommes primitifs peuplaient les ténèbres au-delà de leur feu de camp. Conan eût encore préféré affronter les loups affamés, plutôt que de demeurer en cet endroit, sous le regard de cette chose morte assise sur son trône de rocher, dont la clarté tremblotante animait le visage décharné, allumant des yeux sombres au fond des orbites creuses. Partie 3. La chose sur le trône. Bien qu'il sentît son sang se figer dans ses veines et ses cheveux se hérisser sur sa nuque, le jeune garçon se ressaisit avec fermeté. Maudissant ses frayeurs nocturnes, il traversa le caveau à pas rapides pour examiner de plus près cet être mort depuis des siècles. Le trône était un bloc de pierre noire et luisante, d'1 pied de haut, grossièrement creusé en forme de siège. L'homme nu avait dû être surpris par la mort alors qu'il s'y trouvait assis, à moins qu'on ne l'eût placé là plus tard. La moisissure avait depuis longtemps eu raison des vêtements qu'il avait pu porter. À ses pieds étaient éparpillés des agrafes de bronze et des lambeaux de cuir. Un collier de pépites d'or informes pendait à son cou. Des pierres brutes, enchâssées dans des bagues d'or, miroitaient sur ses mains griffues, qui serraient encore les attributs du trône. Un aume de bronze, orné de 2 cornes, maintenant couvert de verre de gris, couronnait le crâne et l'atroce visage brun et décharné. Avec un courage inouï, Conan força son regard à se poser sur la face rongée par le temps. Les yeux, qui s'étaient enfoncés, n'étaient plus que 2 gouffres noirs. La peau s'était retroussée sur les lèvres, découvrant des crocs jaunes figés dans un rictus sinistre. Qui avait été cet être mort? Un guerrier des temps anciens? Quelque grand chef, redouté de son vivant et trônant encore dans la mort? Personne n'eût pu le dire. 100 peuples avaient parcouru et gouverné ces zones frontières montagneuses depuis que l'Atlantide avait sombré sous les vagues d'émeraude de l'océan occidental, 8000 ans auparavant. À en juger par le haume encorné, le cadavre avait peut-être été l'un des chefs barbares venus de l'Asie, ou le roi primitif de quelque tribu iboriane oubliée, perdu depuis longtemps dans les ombres du temps et enfoui sous la poussière des âges. Le regard de Conan tomba alors sur la grande épée qui reposait sur les cuisses osseuses du cadavre. C'était une arme formidable, un glaive dont la lame, qui dépassait largement 1 mètre de longueur, était en fer bleui, et non en cuir ou en bronze, ainsi qu'on aurait pu s'y attendre étant donné son grand âge. C'était peut-être une des premières armes de fer jamais portées par main humaine. Les légendes du peuple de Conan narraient le temps où les hommes taillaient et frappaient avec du bronze rouge, le fer n'étant pas encore connu. Cette épée devait avoir vu bien des batailles dans son obscur passé. Sa large lame, encore affilée, était cependant entaillée en maint endroit, vestige de coups sonnants portés au fort de la mêlée, à d'autres lames de glaive ou de hache. Bien que noircie par les siècles et tachée de rouille, cette arme était encore redoutable. Le cœur de cet adolescent, né au combat, battait à se rompre. Son sang guerrier bouillonnait dans ses veines. Crom! Quelle épée! Avec une arme comme celle-là, il pourrait sans peine défendre sa peau contre les loups affamés, qui, tournant et geignant, l'attendaient dehors.
Tendant vers la poignée de l'épée une main impatiente, il ne vit pas la lueur d'avertissement qui frémit au fond des sombres orbites de l'ancien guerrier. Conan soupesa le glaive antique, qui semblait aussi lourd que du plomb. Peut-être avait-il été porté par quelque roi fabuleux de jadis, un demi-dieu légendaire, tel que Cule d'Atlantide, roi de Valusie, avant l'engloutissement de l'Atlantide par l'océan furieux. Le jeune homme brandit l'épée et sentit ses muscles se gonfler de puissance, et son cœur palpiter de l'orgueil de la possession. Dieu! Quelle arme! Avec une lame comme celle-là, il n'était plus de destinée trop ambitieuse pour un guerrier. Avec un glaive comme celui-là, même un jeune barbare à moitié nu, venu des régions sauvages de la Cimmérie, pourrait se tailler un chemin jusqu'au bout du monde, et à travers des fleuves de sang, se frayer une place parmi les grands rois de la terre. Il s'éloigna d'un pas du trône de pierre et fendit de sa lame un ennemi imaginaire. Il sentait contre sa paume, dure, la poignée usée par le temps. Le vieux glaive effilé siffla dans l'air enfumé, faisant danser sur les rugueuses parois de pierre des rayons de lumière vive qui couraient autour de la salle comme de petits météores dorés. Armé de cette puissante épée, Conan pouvait affronter non seulement les loups affamés devant les portes, mais aussi un univers entier de guerriers. Le jeune homme bomba la poitrine et fit retentir le farouche cri de guerre de son peuple, dont l'écho assourdissant se répercuta dans la grotte, troublant dans leur sommeil les ombres antiques et la poussière séculaire. Conan ne songea pas un seul instant qu'un défi de ce genre, lancé dans un tel lieu, pouvait éveiller d'autres choses que des ombres et de la poussière. Des choses qui eussent dû dormir sans interruption jusqu'à la fin des siècles. Il s'immobilisa, glacé d'effroi, un pied suspendu à mi-course. Un bruit, un crissement sec, indescriptible, lui parvenait de l'extrémité de la crypte où se trouvait le trône. Pivotant sur lui-même, il vit, et sentit ses cheveux se dresser sur son crâne et son sang se figer dans ses veines. Toutes ses terreurs superstitieuses et ses craintes nocturnes primitives assiégèrent en hurlant son esprit fou d'horreur et d'épouvante. Le mort était vivant. Partie 4. Quand les morts se mettent en marche. D'un mouvement lent et saccadé, le cadavre se leva de son grand fauteuil de pierre et fixa Conan de ses orbites noires, au fond desquelles 2 yeux étincelants de vie semblaient porter sur lui un regard froid et malveillant. Par quelque antique phénomène occulte insoupçonné du jeune homme, la vie animait encore plusieurs siècles après son trépas la momie du guerrier. Ses mâchoires grimaçantes s'ouvrirent puis se fermèrent en une atroce pantomime de paroles. Mais aucun son ne parvint à Conan, hormis le crissement initial, apparemment produit par la friction des vestiges desséchés de muscles de tendons. Aux yeux de Conan, cette parodie silencieuse de langage était plus terrible encore que le fait de voir vivre et bouger un cadavre. Avec un nouveau craquement, la momie descendit les degrés de son antique trône et tourna son crâne vers Conan. Son regard, sans yeux, se fixa sur l'épée qu'il tenait à la main, et des feux sinistres et surnaturels embrasèrent ses orbites creuses. Traversant la salle d'un pas mal assuré, la créature s'avança vers Conan, tel un monstre abominable sorti des fantasmes diaboliques d'un dément. Dépliant ses serres osseuses, elle fit mine d'arracher le glaive des mains jeunes et vigoureuses de Conan. Paralysé par une terreur superstitieuse, Conan recula pas à pas. Sur la muraille, la lumière du feu profilait en noir l'ombre monstrueuse de la momie, qui ondoyait sur les aspérités du rocher. Hormis le crépitement des flammes mordant le bois, le grincement irrégulier des muscles parcheminés du cadavre en marche, et la respiration haletante du jeune homme asphyxié par l'épouvante, le caveau était silencieux. Le mort accula Conan contre le mur et avança une main brune et squelettique d'un mouvement saccadé. L'épée réagit instinctivement dans la main du jeune homme. La lame s'abattit en sifflant sur le bras tendu, qui se rompit en craquant comme une baguette. Les doigts crispés sur le vide, la main sectionnée tomba sur le sol avec un claquement sec. Aucun sang ne jaillit du moignon décharné de l'avant-bras. Cette atroce blessure, qui eut arrêté le plus brave des guerriers vivants, ne ralentit même pas la marche du cadavre. Celui-ci se contenta d'arracher son membre mutilé et tendit l'autre bras. Conan s'élança d'un bond, décrivant avec son arme de larges moulinets cinglants. Un coup atteignit la momie au côté. Des côtes se cassèrent sous le choc sans plus de résistance que des brindilles, et le cadavre fut projeté à terre avec fracas. Conan demeura pantelant au milieu de la crypte, serrant l'antique poignée au creux de sa paume moite. Les yeux dilatés par l'horreur,
Il regarda la momie se relever avec un long crissement, puis s'avancer, comme un automate, pointant sur lui le squelette de son unique main. Partie 5. Duel avec le mort. Lentement, ils tournèrent plusieurs fois autour de la salle. Conan avait beau faire tournoyer vaillamment son arme, il perdait peu à peu du terrain devant l'avance opiniâtre de ce mort qui le harcelait. Un coup manqua le bras de la momie qui le retira juste à temps de la trajectoire du glaive. Emporté par son élan, Conan effectua un demi-tour, et la créature en profita pour se ruer sur lui. La main griffue agrippa l'adolescent par un pan de sa tunique, dont elle arracha l'étoffe élimée, ne lui laissant pour tout vêtement que ses sandales et son pagne. Conan fit un bond en arrière et visa le monstre à la tête. La momie se déroba, et Conan dut de nouveau lutter pour échapper à son étreinte. Il lui asséna un coup formidable sur le côté du crâne, qui emporta l'une des cornes du aume. Au deuxième coup, le casque tout entier vola au loin dans un tintement de ferraille. Un troisième coup entama le cuir sec et brun. Pendant un bref instant, qui faillit être fatal au jeune homme, la lame se trouva immobilisée, et tandis que, éperdu, il tâchait de se dégager, il sentit d'antiques ongles noirs lui labourer la peau. L'épée frappa encore une fois la momie au côté, et l'espace d'une seconde, qui eût pu être décisive, se logea dans sa colonne vertébrale. Mais le mort se libéra d'une secousse. Rien ne pouvait, semblait-il, avoir raison du squelette, puisque, mort, il était insensible à la douleur. Il continuait à poursuivre Conan de sa démarche vacillante, sans se fatiguer ni faiblir, au mépris de blessures qui eussent étendu raide mort dans la poussière une douzaine de vigoureux guerriers. Comment tuer un être qui est déjà mort? Cette question obsédante harcelait l'esprit de Conan, qui croyait perdre la raison. Il respirait avec peine, son cœur battait comme s'il fût sur le point d'éclater. Quelle que fût leur violence, ses coups d'épée ne parvenaient même pas à ralentir la charge de la momie. L'adolescent attaqua cette fois avec plus de ruse. Il porta un revers sauvage contre le genou du squelette. Un os craqua, et la momie roula dans la poussière. Mais la vie surnaturelle brûlait encore dans son sein décharné. Elle parvint tant bien que mal à se mettre sur pied, et s'élança en titubant aux trousses du jeune homme, traînant sa jambe estropiée. Conan frappa à nouveau le squelette. La mâchoire inférieure alla voler dans un coin sombre, où elle rebondit bruyamment. Mais le cadavre ne s'arrêtait pas. Au-dessus des décombres d'os blanchis qui formaient à présent le bas du visage, l'inquiétant regard hantait toujours les orbites. La momie continuait de talonner sa proie de son infatigable marche d'automate. Conan se prit à souhaiter être demeuré à l'extérieur avec les loups, plutôt que d'avoir cherché refuge dans cette crypte maudite, où encore marchaient et tuaient des êtres morts depuis 1000 ans. Tout à coup, il se sentit saisi à la cheville. Perdant l'équilibre, il tomba de tout son long sur le sol de pierre inégale, et s'efforça désespérément de dégager sa jambe de cette étreinte osseuse. Son sang se figea lorsqu'il vit, autour de sa cheville, la main sectionnée du cadavre dont les serres squelettiques étaient plantées dans sa chair. L'abominable créature de cauchemar dressa au-dessus de lui sa forme monstrueuse. Le visage déchiqueté du cadavre le toisa d'un air narquois, et une main griffue se précipita vers sa gorge. Conan réagit instinctivement. Rassemblant toute son énergie, il lança ses 2 pieds contre le ventre racorni du mort. Projeté en l'air, la momie alla s'écraser bruyamment derrière lui, au beau milieu du feu. Conan arracha de sa cheville la main mutilée qui s'y agrippait encore. Puis, roulant sur lui-même, il envoya le membre rejoindre dans le feu le reste du squelette. Il se releva, ramassa son glaive et, faisant volte-face, constata que la bataille était terminée. Desséchée par la procession des siècles innombrables, la momie flambait comme un feu de brousse. La vie surnaturelle qui l'habitait eut un dernier sursaut, tandis que, sautant de membre en membre, les flammes léchaient sa carcasse, le squelette transformé en torche vive essaya de se redresser. Il était presque parvenu à se traîner hors du feu lorsque sa jambe estropiée se sépara de son corps. La momie s'affaissa, et ne fut bientôt plus qu'une gerbe de flammes grondantes. Un membre embrasé se détacha avec un craquement. Le crâne roula dans les braises. Il ne resta bientôt plus du cadavre que quelques morceaux incandescents d'ossements calcinés. Partie 6. Le glaive de Conan. Vidé, fourbu, Conan poussa un long soupir de soulagement et respira profondément.
Il essuya la sueur froide dont la terreur avait inondé son visage, et passa les doigts dans sa tignasse noire. La momie du guerrier était enfin vraiment morte, et la grande épée lui appartenait. Il la soupesa de nouveau, savourant son poids et sa puissance. Il songea un instant à passer la nuit dans le caveau. Il était brisé de fatigue. Dehors, les loups et le froid le guettaient pour l'achever, et même son sens aigu de l'orientation, acquis dans les steppes sauvages, ne lui serait d'aucun secours par cette nuit sans étoiles en pays inconnu. Mais il se ravisa soudain. À l'âcre relent de la poussière des âges s'ajoutait maintenant, dans la crypte enfumée, l'odeur de la chair calcinée d'un cadavre séculaire. Une odeur étrange, méphitique, différente de toutes celles jamais détectées par ses narines exercées. Le trône vide semblait le narguer. Le sentiment d'une présence qui s'était emparée de lui lorsqu'il avait franchi le seuil de la crypte persistait dans son esprit. À l'idée de dormir dans son caveau hanté, ses cheveux se dressèrent sur sa tête et il eut la chair de poule. En outre, muni de sa nouvelle épée, il était plein de confiance. Bombant le torse, il fit siffler la lame au-dessus de sa tête. Quelques instants plus tard, il sortit de la grotte, drapé dans un vieux manteau de fourrure déniché dans un coffre, une torche dans une main et son épée dans l'autre. Les loups avaient disparu. Levant les yeux, Conan vit que le ciel se dégageait. Il étudia les étoiles qui scintillaient entre les nuages et se remit en marche vers le sud.